Nous allons aborder donc la conclusion de ces assises. L'homme que nous avons le plaisir de recevoir pour conclure cette journée est angevin par sa mère. Mais sa vie, il l'a passée quand même assez loin de la cité du roi René. L'homme a parcouru le monde entier pour faire vivre les lieux équestres historiques, pour faire reconnaître le cheval, notamment dans le milieu littéraire. Il est éditeur, écrivain, encyclopédiste du cheval. L'homme est connu et reconnu dans le monde entier pour ses nombreux travaux. On accueille Jean-Louis Gouraud. Merci, monsieur Gouraud. Bienvenue. Et pour vous interroger, Delphine Germain de Cheval Magazine. Bienvenue, monsieur. Bonsoir, je vous en prie. Je vais me mettre là, je vais écouter sagement. Bonsoir, oui. Bonsoir Jean-Louis, merci d'être là. Je tiens à dire qu'il est aussi éditorialiste chez Cheval Magazine, il faut le souligner. Cette journée, nous devons la conclure, nous devons la terminer. Elle fut dense, riche autour du bien-être du cheval. Nous avons donc toute la journée réfléchi, essayé d'argumenter, essayé de comprendre comment on pouvait améliorer les conditions de vie du cheval à nos côtés. Lui qui vit depuis longtemps parmi les hommes. J'aimerais d'abord, Jean-Louis, que vous donniez votre sentiment à l'issue de cette journée. Avant de venir, lorsque vous avez bien voulu me proposer de venir conclure, j'étais assez réticent parce que je suis un grand habitué des colloques, symposiums, journées d'études qui sont généralement extrêmement pénibles, ennuyeuses et blablateuses. Et là, alors, je suis au contraire ce soir tout à fait enthousiaste. Franchement, tout ce que j'ai entendu de ce matin à cet après-midi était absolument passionnant et c'était extrêmement concret. Et bravo à tous les participants. Tous compétents, oui, vous pouvez les applaudir. Et tout ça de très très bon niveau, de très haut niveau, et le point commun, c'était des propos d'experts, c'est-à-dire de gens qui pratiquent, qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent, et ça franchement, c'est pas toujours le cas dans les colloques, donc bravo. Bon. Je me réjouis aussi de cette journée passée ici parce que j'ai constaté, et c'est assez rare également, que l'ensemble de la filière a été représenté. Si on a trouvé assis à la même table et se parlant les uns aux autres, des gens qui habituellement ne peuvent pas enfin, ont peu d'occasion en tout cas de faire preuve de solidarité. Et donc là, aujourd'hui, j'ai assisté à l'existence d'une filière qui a l'air cohérente, qui est mobilisée apparemment par les mêmes soucis, les mêmes ambitions, mais c'est pas mal de mettre à la même table un spécialiste du galop, un spécialiste du trot, un spécialiste des courses, un spécialiste des sports équestres, un spécialiste des loisirs, qui sont des milieux, une infinité de petites chapelles qui, comme chacun sait, se méprisent généralement les unes les autres. Et donc, encore une fois, pardon de tout cet enthousiasme, c'est peut-être trop, mais en tout cas, bravo aux organisateurs qui ont réussi à... voilà. Bon. Alors là, évidemment, je m'offre des applaudissements de façon un peu facile, un peu démagogique, mais enfin, j'ai bien compris que c'est pas moi que vous applaudissez, mais les organisateurs. Bon. L'autre sujet, enfin, l'autre raison plutôt du fait que je me réjouis de cette journée, c'est que enfin, je vois la filière qui commence à construire, enfin, un discours qui peut être non pas une riposte, mais qui peut être un mur, enfin un obstacle en tout cas à cette vague déferlante, ce tsunami qui est l'animalisme sous toutes ses formes. Alors, je voudrais quand même au passage remercier et féliciter pour son courage le jeune Nicolas Marty. Merci à lui d'être venu. Merci à lui de s'être jeté dans la gueule du loup. Et comme il a pu le constater, le loup n'est pas agressif. Le loup se sent au contraire, enfin en l'occurrence, se sent agressé. Et il était urgent que nous, enfin la filière, les éleveurs, cavaliers, amateurs, trouvions des réponses, des ripostes et
et un discours qui puisse faire face à ce discours qui est devenu, contrairement à ce que disait Nicolas Marty, qui est devenu quand même le discours dominant. Il se plaignait que les actions de son association ne soient pas beaucoup répercutées par les médias, mais je ne sais pas quel journal il lit ou quelle télévision il regarde, puisqu'on ne parle que d'eux. Au contraire, l'animalisme, le véganisme, toutes ces idéologies, toutes ces propositions de non-utilisation du cheval ou de l'animal d'une manière générale, ce sont eux qui ont le haut du pavé. Donc il était urgent, je trouve, que la filière tienne un discours qui puisse faire face à cette vague qui ressemble à un tsunami. Voilà. Merci, mais avant de conclure complètement, vous qui êtes un grand voyageur à cheval de surcroît, le bien-être, on sait à peu près ici ce que cela veut dire, le bien-être du cheval, mais en Chine, en Russie, en Afrique, ça veut dire quoi? Ah oui. Oui, alors effectivement, ce sont des préoccupations qui ne sont pas toujours très présentes dans un certain nombre de pays. Il est vrai que quand on se rend en Mongolie, qui est pour tout amateur de cheval un vieux rêve, hein, c'est le seul pays au monde où il y a plus de chevaux que d'hommes, donc quand on aime les chevaux, évidemment c'est en Mongolie qu'on va aller, on constate que le débourrage ne se fait pas avec la méthode Blondeau, c'est sûr que il y a, mais lorsqu'on s'étonne d'ailleurs auprès des Mongols de leur dire mais pourquoi la relation se fait toujours d'une manière quand même assez sportive, quoi. Alors ils me répondent pas qu'on n'applique pas la méthode Blondeau parce qu'ils n'ont pas de boxe, parce que chez Blondeau il faut débourrer dans le boxe, mais en Mongolie il n'y a pas de boxe, il y a l'immensité de la steppe. Et les Mongols vous répondent, vous savez, nous on a besoin, alors c'est une formule un peu pour écarter les questions embarrassantes ou des emmerdeurs, des touristes qui viennent leur poser trop de questions à ce sujet, mais ils disent, nous on a des prédateurs. Nous, on a des loups, toutes sortes de difficultés climatiques, etc., auxquelles vous, en Europe, en Occident, vous n'êtes pas confrontés. Et nous, on a absolument besoin d'avoir des animaux qui sont domestiques le jour et sauvages la nuit. Donc, ils veulent conserver à leurs chevaux cet aspect sauvage. Mais le résultat, pour ceux qui ont tendance ici à idéaliser les bienfaits de la nature, il faut savoir qu'en Mongolie, en effet, les chevaux vivent en liberté, comme le disait Marty, ils ont le choix d'aller à droite, à gauche, devant, derrière, faire ce qu'ils veulent, etc. Simplement, des études un peu anciennes qui datent de la fin des années soviétiques, donc des années 89-90, montrent que l'espérance de vie d'un cheval en Mongolie, c'est de 7 ans. Donc la nature bienveillante, c'est pas tout à fait le cas, elle n'est pas toujours très bienveillante. En tout cas, elle ne permet pas toujours de vivre très, très, très longtemps. Maintenant, ce que je vois dans les immensités russes, ex-soviétiques, d'Asie centrale, du Caucase et de l'Altaï et d'ailleurs, c'est la disparition, l'appauvrissement de la biodiversité équine. Il est certain, alors la leçon que nous devons en tirer, ou du moins, enfin, ce qui est évidente, c'est que beaucoup de variétés ou de types ou de races de chevaux n'ayant plus d'emploi, la race ou l'espèce ou la variété ou le type de cheval disparaît. Alors c'est ainsi qu'il y avait autrefois une race formidable, à l'époque où il y a des Cosaques dans la région du Don, c'était le cheval du Don. Il n'y a plus de Cosaques, le cheval du Don n'a plus d'usage, le cheval du Don est une race en voie de disparition. Il y a un cheval magnifique, extraordinaire, endurant, résistant, qui a toutes les qualités qui peuplent les montagnes du Caucase, on appelle le cheval cabarde. Là aussi, le dernier usage de ce cheval, c'était les éleveurs, les cow-boys, quoi, les cow-boys russes, les tovaritch à cheval. Ils préfèrent maintenant les motos et les 4x4. Donc, ce cheval-là n'a plus d'utilisation, n'a plus d'usage, donc il est en train de disparaître. Et donc, tout ça, c'est une leçon aussi à ceux qui préconisent la non-utilisation du cheval, d'accord, mais sachez que le risque est grand de le voir disparaître.
C'est mérité, c'est mérité. Mais au fond, que représente alors le cheval aujourd'hui dans notre société contemporaine? J'ai entendu, enfin nous avons entendu tout au long de la journée des thématiques. Pardonnez-moi, je les ai notées, surtout cet après-midi. J'ai entendu communiquer, former des hommes de chevaux, plus de culture, formation, un permis pour avoir un cheval. Voilà, et tout ça, au fond, tout se mélange. Ça fait que c'est quoi un cheval aujourd'hui dans notre société? Oui. Je vous ai pas aidé. Hein. Mais il n'est pas prévenu, vous allez me poser des questions de cette nature. Mais non, souvent, on a annoncé la fin du cheval. Hein. Déjà, un certain Pierre Giffard avait en 1899 produit un livre très très drôle, mais enfin, il utilisait un langage assez comique en disant voilà, l'apparition de la bicyclette va faire disparaître le cheval, et tant mieux, parce qu'au fond, un cheval c'est grand, ça pue, faut s'en occuper, etc. Alors que la bicyclette est tranquille, etc. Puis on voit bien sûr que les progrès technologiques n'ont pas du tout fait disparaître le cheval. Mais le cheval a une capacité, employé par l'homme évidemment, a une extraordinaire capacité à se régénérer, à se reconvertir, à trouver de nouveaux usages, de nouveaux emplois. On a bien vu, à peu près après, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qu'évidemment le cheval n'étant plus utilisé dans les campagnes, ni dans l'armée, ni dans les transports, le problème s'est posé et il y a eu cette reconversion massive vers le cheval de loisir, qui s'est accompagné d'un autre phénomène d'ailleurs, une première révolution, parce que je crois qu'on est en train d'en vivre là maintenant une seconde, mais une première révolution qui a été la féminisation du monde du cheval. Et je crois que l'arrivée massive des femmes dans l'univers du cheval, qui était un univers plutôt réservé aux hommes, a été plutôt une bonne chose pour les chevaux. C'est-à-dire que ça a introduit des doses, Du coup, c'est développé depuis la guerre de façon très active, des recherches, des scientifiques qui, parmi lesquels, enfin, ou même la naissance de disciplines nouvelles comme l'éthologie, qui a permis, là encore, de faire quelques avancées. Et là, on vit, je crois, une troisième révolution dans ce domaine, qui est peut-être justement ce changement de société, ces nouvelles interrogations sur nos rapports avec le cheval, avec les animaux en général, le cheval en particulier. Et c'est pour ça que toutes ces associations animalistes et autres, au fond, nous titillent, et ça nous fait plutôt du bien. Simplement, il vaut mieux en effet que les solutions soient trouvées en interne et que la discipline se fasse en interne plutôt que sous la pression de gens qui ne savent rien, qui n'en savent rien, qui disent des bêtises, qui proposent des solutions qui n'en sont pas. Et je me réjouis justement, encore une fois, pardon, je suis très très satisfait de cette journée, je me réjouis du fait qu'on voit aujourd'hui justement la filière se prendre en charge un petit peu comme le Conseil de l'ordre fait la discipline chez les avocats, ou le conseil ou les médecins, le conseil, je sais plus quoi, médical chez les médecins. Voilà. Alors, quelle solution? Oui, pardon, je m'égare. Tout ça me rend plutôt optimiste aussi pour l'avenir. Et je ne crois pas du tout donc au succès, dommage pour eux, des animalistes, des véganes, de tous ces gens qui voudraient, je ne sais pas comment ils y arrivent d'ailleurs, à imaginer un monde sans relation entre l'homme et l'animal. Et je dirais qu'au contraire, plus l'homme se sédentarise, se s'urbanise, se mécanise, se connecte à des outils informatiques, électroniques, cybernétiques en tout genre, plus on va avoir besoin du cheval. Il va être notre tout dernier raccord à la vraie vie, à la vraie nature, à la sauvagerie, pardon, dont on a absolument besoin et qui fait partie de nous. Et vous, quelle solution vous donneriez justement pour cet avenir entre l'homme et le cheval? Bon, je sais pas, enfin, c'est dégagé, là, je crois, un consensus général. La solution, c'est évidemment la formation, l'éducation, parce qu'évidemment, le fait qu'autrefois, disons, en gros, avant-guerre,
les principaux utilisateurs du cheval étaient des gens de la campagne. Et donc, la relation au cheval avait quelque chose de naturel, de simple, d'évident, d'héréditaire, de père en fils, etc. Maintenant, 90% des gens qui pratiquent le cheval sont enfermés dans des immeubles, habitent la ville. Évidemment, ils sont débranchés, déconnectés de ces réalités-là. Et donc, bien sûr, il faut les former. Alors, un permis, très bien. Une université, ne pas confier un cheval à un type qui ne peut pas prouver sa capacité à s'en occuper. Je recommanderais aussi, mais c'est un vœu pieux, parce que la presse qui apporte quelque chose justement dans la formation, malheureusement est en déclin au profit des moyens électroniques qui sont incontrôlables, pas toujours vérifiés, où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Donc je regrette le déclin de la presse spécialisée, comme je regrette la langue déculturation, inculturation. Enfin, Nicolas Blodo a dit ça tout à l'heure beaucoup mieux que moi. Je crois que l'art équestre est le seul art qu'on enseigne qu'on pratique sans se croire obligé de s'intéresser à son histoire, à son quand on enseigne, quand on apprend l'architecture, on apprend l'histoire de l'architecture. Quand on apprend la peinture, on apprend l'histoire de la peinture. Mais on croit pouvoir monter à cheval sans apprendre l'histoire de l'équitation, et c'est très 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 dommage. Donc tout l'effort doit porter en effet ici dans notre petit monde occidental sur la formation sous toutes ses formes. Eh bien, merci. Nous, on espère continuer d'apprendre l'histoire du cheval avec vous, alors. Pardon ? On espère continuer d'apprendre l'histoire du cheval avec vous. Très bien, je vais faire au mieux. Merci. Merci Jean-Louis Gouraud. Merci infiniment d'être venu clore cette 5e édition des Assises de la filière équine. Merci à tous de votre participation. Je vais remercier évidemment les intervenants, les partenaires, les équipes rédactionnelles web et print du groupe Ouest France, la technique bien entendu, et puis vous tous. Merci aussi à la cellule organisation de Ouest France qui a encore fait un excellent travail, et vous avez pu être reçus dans d'excellentes conditions. Merci, j'espère que les débats vous ont intéressé. En tout cas, ils ont été passionnants et très très suivis sur le site de Ouest France. Comme quoi, le bien-être équin était une bonne thématique, et nous en reparlerons certainement. Voilà, bon retour dans vos box, et à bientôt.